Bon, bien, bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui est vraiment très important parce que les prothèses totales de genoux ont des complications plus fréquentes que les prothèses de hanche et même que les prothèses unicompartimentales et que pour prévenir les complications, il faut, un, les connaître, deux, en analyser les facteurs de risque. Donc, on te remercie Jean-Noël, de traiter ce sujet très important. Alors, pas parce que tu es celui qui a le plus de complications, mais c'est celui qui a beaucoup d'expérience dans les prothèses de genoux et je te donne la parole. Merci beaucoup Philippe, c'est l'occasion pour moi de remercier toute l'école toulousaine avec qui, au sein de notre service, nous avons des liens particuliers, à la fois d'échanges professionnels, mais aussi d'échanges amicaux. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là et ici avec vous. Alors effectivement, le sujet qui m'a été donné, sont les complications des prothèses totales de genoux et leur prévention, et essentiellement les complications qui amènent bien entendu à une reprise, parce que c'est quand même ça qui est intéressant. Donc je ne traiterai pas la façon de traiter les complications, mais j'essaierai de vous lister ces complications et d'essayer de voir comment les prévenir. Donc ça, ce sont mes disclosures. Quelques références, on avait fait il y a quelques années avec Stéphane Boisgard à l'AOS et Dan Berry, John Callaghan, un symposium international sur comment améliorer les résultats à 10 ans. Et puis avec la Softcode, on avait publié au TSR des résultats à 10 ans des prothèses totales de genoux, études multicentriques. Et on avait analysé en particulier les résultats, enfin pas les résultats, les raisons d'échecs et des complications des PTG. Je ne vous apprendrai rien, et je pense que c'est la même chose à Toulouse, dans le sud-est, dans l'Île-de-France, le nord-est, le nord et la Bretagne, et ainsi de suite, que la prothèse de genou est une chirurgie en pleine expansion, et donc il y a des perspectives de reprise de ces prothèses de genou. Ça, ce sont les chiffres pour nos amis américains. Sur la France, on est à plus de 100 000 prothèses de genoux par an, donc avec des risques de reprise. Alors, ce qui est intéressant de savoir, de quelle façon on peut analyser ces complications. Alors, je m'excuse, vous verrez des diapositives de temps en temps en anglais, de temps en temps en français, et sur certaines diapos, vous verrez les deux, et je m'en excuse au préalable. Donc, en gros, on peut dire, si on regarde les séries, le risque de reprise en rapport avec des complications autour de 5%. On verra un petit peu les différentes indications des reprises et vous verrez que ces indications ont évolué. Il est évident que ces reprises posent des problèmes considérables sur les patients, mais aussi sur notre système de santé. Ça, c'était un papier de l'équipe de Fares Haddad publié dans le BJJ. Ce que je vous disais, évolution des complications avant 97, et les internes qui sont connectés sont trop petits, mais bon, vous voyez, infection, des complications rotuliennes, d'usure du polyéthylène, décèlement, complications rotuliennes, Paul Bondial qui est connecté le sait, on avait fait ensemble différentes interventions au DIU et puis avec nos amis internationaux. C'est vrai que pendant une certaine période, on ne faisait pas assez attention au positionnement en rotation des implants et donc des complications rotuliennes. Entre 2000 et 2012, toujours l'infection, usure du polyéthylène, décèlement. Et puis ensuite, sur la dernière décade, les ingénieurs ont fait des progrès et vous voyez que dans les PTG modernes, on est toujours sur les problèmes infectieux et également des problèmes de décèlement. Ici, un papier de l'équipe de nos amis allemands, publié dans JBJS américain. Et vous voyez que les causes de reprise, selon le moment où cette reprise ou cette complication survient, dans les complications précoces, infection et instabilité. Groupe intermédiaire, on retrouve aussi l'instabilité et dans les complications tardives, là aussi, instabilité, usure du polyéthylène. J'ai volontairement entouré ce mot instabilité parce que vous voyez qu'il est présent à différents stades.
Donc voilà ce dont on va parler, un petit listing des différentes complications des PTG qui conduisent à des reprises. Et donc, plutôt que de vous les lister là comme ça sur cette diapo, on va essayer de voir une par une quelles sont ces complications et comment potentiellement, chaque fois vous verrez en haut de la diapo à gauche, je mettrai prévention pour essayer de voir comment on peut les prévenir. L'infection, encore et toujours, là aussi, quand on regarde toutes les séries, dans les prothèses de genoux, on est un petit peu plus, c'est un peu plus haut que dans les prothèses de hanche. Ça varie autour de 2%, c'est peut-être probablement plus faible maintenant, autour de 0,8%. J'avais eu la chance de participer à la conférence de consensus de Philadelphie en 2018 et je vais essayer de vous donner quelques éléments sortis de cette conférence de consensus qui a d'ailleurs été publiée dans le Journal of Arthroplasty. Donc prévention du site opératoire, il faut prévenir la contamination, il y a des facteurs qui sont liés à l'environnement et au patient lui-même, des facteurs sur lesquels nous on peut agir en utilisant une prophylaxie antibiotique, généralement par voie générale, on peut l'utiliser aussi dans le ciment, et les infections tardives. Ne pas oublier qu'un patient qui est porteur de matériel ce matériel est à risque de survenue d'infection par voie hématogène à la suite d'une infection, qu'elle soit digestive, urinaire, dentaire ou autre. Il faut essayer de prévenir la contamination et il faut bien évaluer son patient avant de lui mettre en place une prothèse du genou. Il y a des facteurs de risque qui sont connus, le diabète, le tabac. Tout à l'heure, une patiente m'a posé la question, est-ce que je vapote? Est-ce que c'est aussi grave? J'avoue que j'ai été incapable de répondre. Je pense que c'est un peu moins grave, mais comme je ne suis pas un pro, voilà. Mais enfin, il faut s'adapter aux nouvelles tendances, l'obésité, bien entendu, l'utilisation régulière de stéroïdes, toutes les rhumatismes articulaires et faites attention aux biothérapies. Certaines biothérapies sont plus à risque que d'autres. Et avec nos amis rhumatologues, on a mis en place des protocoles d'interruption des biothérapies avant et après la prothèse de genou. Méfiez-vous du mauvais statut nutritionnel et des anémies et bien entendu tous les facteurs d'immunodéficience. Le genou en lui-même aussi peut présenter des facteurs de risque avec des chirurgies précédentes, évidemment des histoires infectieuses précédentes. Tous les genoux post-traumatiques sont plus à risque. On avait fait un symposium là aussi sur la soft-cote avec là-dessus. C'était Sébastien Lustig qui se chargeait de ce chapitre-là. On l'a publié dans ETSR et Paul était présent aussi dans ce symposium. Et puis, bien entendu, tout ce qui est matériel en place et évidemment les reprises qui sont plus à risque que les prothèses de première intention. Dans la conférence de consensus 2018, bien entendu, il était établi que s'il y avait des lésions cutanées, eh bien, il fallait d'abord les traiter. Sur le plan dentaire également, traiter tout ce qui pouvait être source d'infection. Sur le plan urinaire, il semble que maintenant, vous voyez, je l'ai mis en gras, le CBU systématique n'est plus recommandé. Ça dépend un petit peu de chaque institution. De manière récente, nos anesthésistes ont décidé de ne plus le faire de manière systématique, seulement basée sur l'interrogatoire. On avait publié avec nos amis infectiologues, avec Mathieu Olivier au TSR par rapport à cette conférence de consensus sur l'importance de la détection du staphylocoque. Je sais que certaines équipes ont arrêté de faire cette détection. Nous, on le maintient, le staphylocoque nasal, et on donne ce traitement par mupirocine dans le nez. Par rapport à la conférence de consensus, il avait été impossible de définir une recommandation finale. Donc, je crois que c'est un peu équipe par équipe. L'environnement est important, flux laminaire, vertical, horizontal, ou enfin ce qui est important, je pense, c'est surtout la pression positive, et donc exiger ça de vos ingénieurs biomédicaux.
Nous, pour les prothèses de genoux, on utilise des casques. Je pense que c'est autant pour nous protéger nous-mêmes que pour protéger le patient. Mais bon, voilà, ça fait l'un des éléments. Chacun a sa propre technique. Des règles de base, vous voyez, il peut y avoir parfois des comportements, on va dire, inappropriés en salle d'opération. Méfiez-vous voilà, du nombre d'observateurs, de visiteurs, de gens qui vont et qui viennent. Et bien entendu, le temps opératoire est un élément important pour prévenir ces complications infectieuses. L'antibiothérapie générale, bien entendu, vérifier les problèmes allergiques, c'est important, et généralement, c'est une céphalosporine de deuxième génération qui est utilisée généralement au moment de l'induction, et souvent, on s'arrête là, et ça doit être ajusté au poids. Une bonne coopération avec vos médecins anesthésistes est importante. En ce qui concerne la gestion des pansements, nous on utilise ces pansements un peu occlusifs. Il semblerait que dans la conférence de consensus, ça a été mis en avant. Il y a différentes sociétés qui en proposent. Je crois que surtout ce qui est important, c'est de diminuer la fréquence du changement des pansements et de le faire que si c'est nécessaire, surtout quand votre patient est sorti de votre unité. Je dis toujours à mes internes, à mes résidents, que les deux choses les plus importantes dans une prothèse de genou, c'est la peau et l'appareil extenseur. Sur tout le reste, on peut se débrouiller. S'il n'y a plus de ligaments, on peut augmenter la contrainte. S'il n'y a plus d'os, on peut mettre des cônes, des sleeves, on peut mettre des cales. Si vous n'avez plus de peau ou plus d'appareil extenseur, on a des soucis. Donc, s'il y a des gens qui ont déjà été opérés, ne pas hésiter parfois à demander l'avis d'un collègue plasticien, et il faut protéger la peau. On a tendance à reprendre les incisions et reprendre la plus externe, généralement, quand il y en a plusieurs. Et surtout d'avoir un peu la règle des 4 travers de droit entre 2 incisions. Dans le cas où vous suspectez une infection post-opératoire, eh bien, que ce soit par des signes locaux, des signes biologiques, des signes généraux, à plus forte raison, il faut vraiment suivre l'évolution de la CRP, voir si elle a diminué, elle remonte, ou bien si elle n'a jamais diminué, et ne pas hésiter à faire un lavage précoce. Bien entendu, en cas d'infection avérée, eh bien, il y a la possibilité de faire un changement en un temps ou en 2 temps. C'est d'ailleurs débattu actuellement quelle est la meilleure stratégie. Donc voilà pour la version infectieuse. Maintenant, on va parler d'une deuxième complication qui est l'instabilité. On a la chance d'avoir beaucoup travaillé avec l'équipe de Rick Comistec, avec des ingénieurs qui sont venus à Marseille. On a fait pas mal de fluoroscopie, en particulier sur les prothèses unicompartimentales. Mais vous voyez que Rick Comistec va pas le travailler sur ces patients en fluoro, avec une instabilité, comme vous avez vu d'abord, qui peut être médiolatérale ou antéro-postérieure sur le cliché qui est actuellement en mouvement. Alors, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que l'instabilité, la plupart du temps, alors ça peut être dû à un mauvais dessin, on va en parler, mais souvent c'est notre faute, à nous chirurgiens, et donc il faut faire en sorte de l'éviter. Ça peut être une instabilité évidente, celle que vous ne pouvez pas louper, que je vous ai montré sur la diapo précédente. Puis parfois, c'est une instabilité moins évidente. Vous voyez cette première radiographie sur votre gauche, le genou semble bien, et puis dès qu'on fait des clichés un petit peu dynamiques, on voit cette ouverture ou bien des clichés en charge. Donc ne pas hésiter à multiplier les clichés, que ce soit dans le plan frontal ou dans le plan sagittal. Parfois, donc là, parfois c'est une vraie instabilité, c'est une luxation, c'est la perte de contact entre les surfaces tibiales et fémorales. Ça peut survenir avec des prothèses postéro-stabilisées ou des prothèses qui conservent le croisé postérieur après rupture du LCP. Donc voilà un petit peu le type d'instabilité majeure que l'on peut ou que l'on pouvait rencontrer. Ce qui est important pour la prévention, c'est de penser à votre espace en flexion. Vous savez que dans les prothèses de genoux, il y a un espace en extension, un espace en flexion. C'est souvent cet espace en flexion qui va être la source de l'instabilité. Donc ça, il faut y penser avant et il faut surtout y penser
pendant l'intervention, de manière à essayer de prévenir cette instabilité. Pour mémoire, vous savez que l'espace en extension est conditionné par la coupe fémorale distale et la coupe tibiale, et que l'espace en flexion est conditionné également par la coupe tibiale et la coupe postérieure. Donc, quels sont les éléments qui vont influencer cet espace? Ben, voilà un petit peu les conditions qui peuvent amener à une instabilité, en particulier une instabilité en flexion. Ben, soit on a mis un composant fémoral trop petit, donc on a augmenté de facto l'espace en flexion. On a une mauvaise pente tibiale et en particulier un excès de pente tibiale postérieure ou une translation antérieure du composant fémoral. Donc là, c'est un espace qui est inégal. Parfois, on a un espace qui est asymétrique. Asymétrique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même tension entre le côté médial et le côté latéral. Donc, ça peut être lié à un problème de rotation du composant fémoral, un problème d'équilibre au niveau des parties molles. John Insall, avec son équipe, a beaucoup influencé notre équipe et ma carrière sur le plan personnel. Et donc, il a l'habitude de dire que prothèse de genou, c'est une intervention, is a soft tissue surgery, donc une intervention de parties molles, et également les pertes osseuses qui peuvent être une cause d'espace asymétrique. Alors maintenant, on utilise le robot. Le robot peut vous aider parce qu'il peut vous donner un feedback immédiat en péropératoire avec le fait d'avoir une idée sur les espaces en extension-inflexion, une idée sur la taille de l'implant et une idée sur l'importance de l'orientation en rotation, en particulier la rotation externe. Donc, mais bien entendu, ce qui est important, c'est de pouvoir le juger. Ce n'est pas parce que j'utilise le robot que j'utilise plus mes espaceurs qui me donnent une bonne idée de l'égalité, de la symétrie de mon espace. Donc, parfois, on a un espace qui est asymétrique alors que les coupes sont bonnes. Eh c'est que c'est lié à un problème de partie molle. Et vous voyez là, on a réalisé une release de l'espace du ligament collatéral médial pour de nouveau retrouver un espace symétrique et une tension correcte du cadre ligamentaire. C'est important aussi d'éviter toute lésion iatrogène, en particulier du ligament collatéral médial. Quand vous faites une release, moi j'ai l'habitude d'utiliser une rigide de Joseph et mon bistouri électrique et je fais de l'avant vers l'arrière à la demande. Faites attention aussi au moment de la coupe condylienne postérieure, toujours protéger le ligament collatéral médial et je ne prends pas ma scie tant que je n'ai pas confié à l'un de mes aides cet écarteur contre-coudé qui protège mon ligament collatéral médial. Parfois, c'est un problème de perte de substance. Il est évident que s'il y a une perte de substance d'un côté, il y a une mauvaise tension du cadre ligamentaire. Cette perte de substance, on peut la combler, que ce soit par greffe, par cale, ou la plupart du temps maintenant on utilise des cônes, ils peuvent être des hémicones ou bien des cônes complets pour reconstruire la surface métaphysaire supérieure du tibia. Parfois, on est conduit à une instabilité qui est d'origine mixte, que ce soit par usure ou problème ligamentaire, et que le traitement souvent de cette instabilité, ça passe par des reconstructions et souvent par l'augmentation de la contrainte. Parfois, ce n'est pas une instabilité fémorotibiale, mais c'est une instabilité de la patella, et la plupart du temps, la patella se subluxe en externe, et la première chose à faire, c'est de vérifier pendant votre intervention la rotation de vos composants, que ce soit du composant fémoral ou du composant tibial, et bien entendu, éviter toute rotation interne de votre composant. On va en reparler. Ici, typiquement, il y a un problème de rotation interne du composant fémoral, donc la patella a tendance à se subluxer en externe. Par contre, il faut faire attention, c'est-à-dire que si on met trop de rotation externe pour pouvoir favoriser l'alignement de la rotule, on risque d'augmenter artificiellement l'espace postéro-interne et donc créer une instabilité, cette fois fémorotibiale. Donc, la prothèse de genou, c'est vraiment une histoire de compromis
Et là, on a un bon exemple entre le compromis fémoro-tibial et le compromis fémoro-patellaire. C'est important de bien connaître les repères osseux. On avait dans ce livre avec Sébastien montré l'importance des repères osseux au niveau fémoral et au niveau tibial, et que quand vous avez à traiter un problème d'instabilité, qui a déjà une prothèse en place, je vous conseille vivement de réaliser un scanner pour vérifier la rotation de vos implants avant de décider quoi que ce soit. Troisième complication, les complications, alors j'ai mis un petit peu ça là-dedans parce que souvent le décèlement est une conséquence de l'usure et l'usure entraîne une ostéolyse. Alors c'est vrai que des usures, on en voit moins maintenant avec les prothèses modernes parce qu'il y a eu des progrès sur les matériaux, mais typiquement quand vous avez ce genre d'image où on est pas os contre os, mais métal contre métal, c'est typiquement un problème d'usure du polyéthylène. Alors, si elle survient à 15 ans, ce n'est pas un problème. Si elle survient à 8 ans, c'est quand même un peu plus problématique. La conséquence de cette usure, c'est ce que vous voyez là sur la radiographie du milieu, c'est l'ostéolyse, c'est-à-dire on se retrouve avec une ostéolyse majeure qu'il faut reconstruire. Et donc le problème, c'est la reconstruction osseuse. Donc, essayez de prévenir l'usure, et 2, si vous suspectez une usure, ne pas attendre le stade d'ostéolyse pour reprendre votre patient, tout au moins si le patient est symptomatique. Alors, comment la prévenir? En utilisant des matériaux modernes. Les ingénieurs ont fait des progrès avec l'utilisation du polyéthylène, que ce soit du polyéthylène crosslink. Vous voyez ici dans cette image du registre australien sur la différence de reprise entre les polyéthylènes non crosslink et polyéthylène conventionnel. Donc ça a un effet à plus de 10 ans. Et ici, on avait publié ce papier avec l'équipe de John Nissel, avec Mike Kelly, dans le Biomedical Material and Research, sur l'intérêt d'y ajouter aussi de la vitamine E, tout ça pour augmenter la qualité du polyéthylène. Autre élément important, à part les matériaux, c'est de bien comprendre l'anatomie du patient. Il y a de grandes discussions actuellement sur l'alignement. On a eu l'occasion d'en parler à Toulouse, justement, où j'ai été gentiment invité il y a quelques semaines, et on a eu des discussions sur l'alignement idéal. Quel est le morphotype à restaurer? Est-ce qu'il faut restaurer tous les morphotypes? Est-ce qu'il faut laisser un peu de varus? Est-ce qu'il faut laisser un peu de valgus? Et il y a de bons papiers, en particulier de nos amis belges et de Johan Belmans et de Yann Victor. Le danger, il est là, hein, c'est-à-dire dans tous les nouveaux types d'alignement, c'est d'éviter les outliers. Et pour les éviter, eh bien, il faut essayer de respecter quand même certains principes. Et on peut effectivement programmer une coupe tibiale à 3 degrés au lieu de 0 degré, mais le risque, c'est de finir avec une coupe à 6 degrés. Et donc ça, on ne sait pas encore ce qui marche dans les nouveaux alignements, mais on sait ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que si vous finissez avec une coupe tibiale à 6 ou 7 degrés, c'est sûr que vous risquez une usure du polyéthylène et un décèlement beaucoup plus précoce qu'avec un alignement standard. Donc, ce qui est important, voilà, ce qu'il faut prévenir et ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est ce genre d'erreur. Une coupe en varus dans le plan frontal et une pente tibiale inversée dans le plan sagittal. Là, il est probable que cette prothèse ne va pas marcher très longtemps, ou tout au moins, vous savez pourquoi, en tous les cas, elle ne marche pas. Quand on utilise le robot, c'est important aussi de lui donner certaines limites, les boundaries. Et nous, on se fixe comme limite max le 3 degrés. Et si on restaure un aliment constitutionnel, on se base autour de 2 degrés, 2,5 parfois, mais pas plus, parce qu'on estime qu'il faut rester dans certaines limites, quel que soit l'alignement de départ constitutionnel. Autre complication, les raideurs.
quand Sébastien était à la Mayo Clinique, ils avaient publié avec Marc Pagnano cette approche du genou raide. Je vous rappelle que la raideur, elle est parfois en flexion et parfois elle est en extension. Et un flexum important de plus de 20 degrés, c'est pénalisant pour les patients, en particulier pour le franchissement des escaliers. Il faut être modeste quand vous prévoyez de reprendre une prothèse de genou pour raideur. Vous voyez des gains entre 15 et 30 degrés et que la plupart de ces genoux, même après être repris, ne plient pas plus que 90 degrés. Nous, dans la mesure du possible, moi j'aime bien parler aux patients de secteur utile. Le secteur utile, c'est l'angle droit. S'ils ont 90, je pense que l'affaire est jouée, mais ce ne sont pas des patients qui referont talon fesses. Un bon papier de l'équipe de Guys Van Helmond à Nijmegen. Ils avaient revu 40 cas de reprise pour Raider et vous voyez que l'amplitude moyenne à 2 ans, 85 degrés, et que 5 d'entre eux ont été adressés au centre antidouleur et que 6 en plus ont eu une manipulation sous anesthésie. Donc, les reprises pour Raider, c'est pas gagné. Alors, comment les éviter? Il faut, bien entendu, il y a des causes extrinsèques et des causes intrinsèques. Il faut essayer d'éliminer le plus possible les causes extrinsèques. L'histoire classique, c'est arthroscopie. Douleur persiste, prothèse de genou, douleur persiste, reprise de prothèse de genou, et en fait, c'est un problème de hanche au départ. Donc, vous voyez, non seulement le genou fait mal, mais en plus, il est raide. Et éliminer aussi les problèmes de hanche et les problèmes lombaires, voilà pour les causes extrinsèques. Et puis, dans les causes intrinsèques, il y a certaines des complications dont on parle aujourd'hui. Elles peuvent, chacune d'entre elles, que ce soit l'infection, le décèlement, les problèmes d'implants, des problèmes de mauvais positionnement des implants, donner des raideurs. Et puis, il y a des patients, des causes qui sont spécifiques aux patients, des réponses inflammatoires anormales, ou le patient lui-même qui peut poser des problèmes et donner ces phénomènes de raideur. La première prévention, c'est la position des implants. Et une des causes les plus fréquentes, c'est un trouble de rotation. On a parlé tout à l'heure d'anomalies en rotation qui pouvaient donner des instabilités fémoropatellaires, des instabilités fémorotibiales, mais ça peut donner aussi des troubles de rotation. Et Kelly Vince, qui est en Nouvelle-Zélande, a beaucoup travaillé là-dessus. Vous verrez bientôt un papier qu'on a écrit ensemble dans la monographie sur les reprises de PTG qui sortira au moment de la soft-cote. Donc, évaluer cette rotation, ça peut être la rotation tibiale, mais également pareil, la rotation fémorale qui peut être source de raideur. Donc, la première prévention, c'est bien positionner vos implants en rotation. Une autre source de raideur au moment de la prothèse de genou, c'est l'oversizing, c'est-à-dire on met une taille plus grande, on augmente l'offset fémoral, et donc en augmentant cet espace antéro-postérieur sagittal, eh bien on crée une augmentation de l'encombrement, et c'est une source fréquente de raideur. Donc là aussi, le prévenir au moment du choix de la taille. Je reviens sur la gestion de l'espace en flexion dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'instabilité. Eh bien, la même mauvaise gestion de l'espace peut aussi entraîner des phénomènes de raideur. Si vous avez une pente tibiale inversée ou si vous avez augmenté votre offset fémoral. Donc là aussi, bien gérer son espace en flexion, bien choisir sa taille et appliquer une pente tibiale adaptée, généralement autour de 5 degrés. Ça dépend si on utilise des prothèses postéro-stabilisées comme moi ou bien des prothèses qui conservent le croisé postérieur avec une pente un peu moins importante. Et l'important, ça va être restaurer la bonne tension du ligament croisé postérieur. Et parfois, vous voyez, on combine un petit peu tout. Vous voyez, dans ce cas-là, il y a une augmentation de la taille sur le médiolatéral, donc conflit avec les parties molles. Il y a un dessin qu'on peut qualifier de non optimal au niveau de la trochlée antérieure, une augmentation de l'espace postérieur et une pente inversée. C'est sûr que quand on combine tout ça, il n'y a pas beaucoup de chances que cette prothèse fonctionne correctement. Et en plus avec une rotule basse.
et en plus avec un conflit fémoro-patellaire. Donc là, on combine pas mal des erreurs ou des complications qui sont listées dans ce topo. Alors, un dernier point, l'arthrofibrose. Vous avez des patients qui développent par une pathologie des parties molles cette arthrofibrose. Difficile d'en connaître la cause. J'avais participé à ce papier qu'on avait publié dans le BJJ avec des collègues internationaux et on avait essayé de faire un peu un consensus là-dessus, qu'il peut y avoir effectivement des origines mécaniques, hein, des problèmes de taille, des problèmes de tension ligamentaire, mais parfois c'est simplement un problème de douleur régionnaire chronique et c'est assez difficile à traiter. Donc, pour se résumer sur ces problèmes de prévention de la raideur, bien penser à la position des implants, réduire les dommages au tissu mou, bien entendu favoriser une réhabilitation rapide. Nous, nos patients nos anesthésistes font généralement un bloc, le bloc IPAC, on connaît les abducteurs, ce qui me permet l'après-midi de mobiliser tout de suite les patients et bien entendu essayer d'éliminer l'arthrofibrose dont on vient de parler. Autre complication, la non-fixation d'implants sans ciment. Alors pour être très honnête, on a fait beaucoup de progrès sur la qualité des implants sans ciment. Moi, je continue à utiliser des prothèses cimentées. Je cimente les 3 compartiments. Je resurface la rotule toujours. Mais bien entendu, avec beaucoup de dessins de trochlée, maintenant, on peut ne pas resurfacer la rotule. La prévention, c'est l'amélioration des dessins, des matériaux, des surfaces avec le tantal, l'hydroxyapatite et ainsi de suite. Donc, et une bonne technique d'implantation, une bonne technique de positionnement des implants pour améliorer et éviter ces problèmes de non-fixation. Je crois que la prévention passe essentiellement par là pour ce type de complications. Les besoins, voilà, améliorer les surfaces osseuses. Faites attention à la qualité osseuse. C'est vrai que c'est plus pénalisant avec des implants sans ciment qu'avec des implants cimentés et améliorer l'incorporation osseuse, donc d'avoir des surfaces osseuses qui sont bien préparées et une impaction satisfaisante avec une instrumentation qui a fait la preuve de son efficacité, quelle que soit la marque de prothèse qu'on utilise. Parfois, c'est simplement pas la faute du chirurgien ni du patient, mais c'est la faute des implants. L'équipe d'Henri Migaud et de Gilles Pasquier avait publié ce papier dans le TSR il y a une dizaine d'années. Maintenant, on en voit de moins en moins, vous voyez, des résultats à court terme mauvais après cette prothèse à plateforme rotatoire qui combinait dans leur expérience beaucoup de mauvais éléments, que ce soit au niveau de dessin ou bien de l'instrumentation. Parfois, il y a des implants un peu plus originaux que je vous conseille d'éviter dans votre pratique courante au niveau du genou. Autre complication, les complications de l'appareil extenseur. Comme je disais tout à l'heure, les 2 choses les plus importantes, c'est la peau et l'appareil extenseur. Et donc, faites attention à votre appareil extenseur. Évaluez-le bien en préopératoire. N'opérez pas un patient tant que vous ne l'avez pas fait asseoir sur votre table d'examen et relever de manière active la jambe sur la cuisse parce qu'il faut tester son appareil extenseur. Donc, en gros, vous pouvez avoir des ruptures des tendons, que ce soit le tendon quadricipital ou le tendon patellaire, ou bien des fractures de rotule. Là aussi, les implants sans ciment étaient source de fractures de la patella. Les implants tout polis sont moins source de fractures de cette rotule. Alors, comment on peut les éviter? D'abord, il faut être précautionneux dans la voie d'abord, quelle que soit la voie d'abord qu'on utilise, que ce soit une mini parapatellaire, un mid-vastus ou un subvastus. Il faut être précautionneux dans le respect de l'appareil extenseur.
Alors parfois, on a des genoux qui sont souples, ce n'est pas un problème, mais il faut faire attention. L'incision cutanée est précédée par le dessin des repères habituels rotuliens et au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Il s'agit d'une incision cutanée médiane et l'arthrotomie est ensuite parapatellaire interne, permettant d'aborder le genou, de réséquer le récessus sous-quadricipital nécessaire pour libérer la partie antérieure du fémur. Le temps suivant consiste à l'excision des ostéophytes, en particulier au niveau de l'échancrure, et s'agissant d'une prothèse postéro-stabilisée. Tout ça pour vous dire que au moment du passage de l'extension à la flexion, il faut faire attention à ce tendon rotulien. Parfois, on a des genoux raides et il faut éviter de forcer. Ils ont déjà été opérés, il y a une rotule basse et ne pas hésiter à recourir à des artifices, que ce soit le quadriceps snip décrit par John Insall ou l'ostéotomie de la tubérosité tibiale antérieure. Voilà, il faut faire ce qu'on a l'habitude de faire. C'est vrai que le quadriceps snip est souvent plus facile, mais il faut aussi en maîtriser la technique. Et tout ça, pourquoi? Pour protéger votre appareil extenseur. Il vaut mieux que ce soit vous qui créez quelque chose volontairement plutôt que vous retrouviez devant le fait accompli au niveau de votre tendon quadricipital ou surtout de votre tendon patellaire. Être précautionneux aussi sur le capital osseux de la patella. Si vous décidez de la resurfacer, laissez mesurer l'épaisseur de rotule. On aime bien les C14. Restaurer la hauteur, pas la hauteur, mais l'épaisseur rotulienne. Et puis, nous, on utilise des implants avec 3 plots qu'on cimente. Et je crois que c'est important. On n'est pas obligé, comme je l'ai dit, de cimenter la rotule. Hein. Il y a beaucoup de dessins qui permettent, qui sont patella-friendly. Mais si vous cimentez la rotule, bien restaurer l'épaisseur rotulienne d'origine. C'est important de protéger ce capital osseux pour prévenir le risque de fracture secondaire. Complication suivante, vous savez qu'on opère, enfin plutôt on voit des patients de plus en plus âgés et donc ils vivent de plus en plus longtemps avec leur prothèse et que ces complications à type de fracture périprothétique sont en pleine extension, surtout dans le versant supracondylien. Donc, la vraie question, c'est y a-t-il un décèlement ou pas de l'implant? Comment faut-il les reprendre? Est-ce qu'il faut faire une ostéosynthèse? Est-ce qu'il faut faire une reprise prothétique? Là aussi, il y a des classifications pour cela. L'important, c'est d'essayer de les prévenir. Alors, prévention des chutes, ça c'est classique, hein, et ce n'est pas spécifique aux prothèses de genoux, mais faites attention, ça a un traitement par ici ostéosynthèse. Vous voyez des patients de plus en plus jeunes, mais quand vous avez ce type de perte de substance, on n'a pas d'autre solution que de faire une reconstruction au moment où la fracture survient. Dans la prévention, faites attention au moment du placement de votre stylet, plutôt sur la corticale antérolatérale, évitez le médial parce que c'est une zone de fragilité de la trochlée. Parfois, on a des fémurs de formes différentes, et bien là aussi, il faut savoir pouvoir s'adapter, choisir la bonne taille. Et surtout quand on est entre 2 tailles, eh bien, vous savez que si vous allez prendre la taille la plus petite, ben, vous aurez un espace en flexion qui sera légèrement augmenté, mais vous risquez le notching, donc évitez de fragiliser cette corticale fémorale antérieure. Dernière complication, je ne sais pas si c'est vraiment une complication, mais je ne pouvais pas faire un topo sur les prothèses de genoux sans évoquer les douleurs. Parce que ça varie selon les séries. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 38%, souvent c'est 10-15%. Et les douleurs, eh bien, il faut pouvoir les évaluer. C'est un sujet un peu d'actualité et essayer parfois de prédire un petit peu. Méfiez-vous des patients qui prennent des opioïdes depuis longtemps parce qu'il y a des facteurs qu'on peut modifier et puis des facteurs qu'on a plus de mal à modifier. Il y a quelques années, j'étais l'invité de la Société coréenne du genou et puis on avait fait cette évaluation sur leurs 2500 prothèses de genoux de première intention avec 118 d'entre elles qui avaient, vous voyez, une douleur persistante à 1 an. Alors, il
il y avait les causes intra-articulaires. Alors, évidemment, il y a des causes classiques de douleur. En fait, c'est tous les éléments, toutes les complications dont on vient de parler. Et puis, il y a des causes extra-articulaires, des causes neurologiques, que ce soit la hanche. Et puis, vous voyez quand même que dans 23% des cas, pas de raison retrouvée sur ces douleurs qui persistent. C'est important aussi de faire une étude sur les implants. Là aussi, il fallait que je dise un mot sur l'allergie au métal. Je ne suis pas un grand convaincu de l'existence des allergies. Ça existe, oui, mais ce n'est pas parce qu'on a des tests positifs qu'on a une allergie profonde. Nos amis allemands travaillent beaucoup là-dessus. Et vous voyez ce papier de Paul Lakiewicz de l'Annie Society, eh bien, l'évaluation systématique de l'allergie pour les patients n'est pas forcément une obligation. Je pense que c'est important d'en parler, mais il faut se méfier de toutes les solutions qu'on nous propose anti-allergiques parce que je ne suis pas convaincu que ça soit si fréquent que cela. Comment on peut prévenir ces douleurs? Eh bien, évaluer le patient, se méfier, je vous l'ai dit, des patients qui prennent des opioïdes depuis longtemps, se méfier de la douleur post-opératoire intense immédiate, ça peut être un risque de douleur chronique, et puis les patients qui souffrent de voilà, ces douleurs un peu d'origine centrale. Ne pas oublier l'aspect psychologique, savoir si le patient est facteur de douleur sur d'autres articulations, d'autres régions du cœur, d'autres régions du corps, souffre de dépression. Mais attention, hein, ce n'est pas parce qu'il y a des patients qui sont présents de l'anxiété ou de dépression qu'il ne faut pas les opérer. Vous voyez ces papiers, ce n'est pas une contre-indication, qu'on pourra avoir de très bons résultats sur des prothèses de genoux, mais se méfier de cet aspect-là. Avec Sébastien, on avait classé un petit peu les catégories de patients dans une évaluation sur les attentes des patients. Donc, dans la première catégorie, on avait mis le Young Active. Alors, lui, il veut être le meilleur du monde, même le jour de la chirurgie. Il veut que vous l'opériez rapidement. Méfiez-vous un peu de ces patients, surtout s'ils ne sont pas os contre os. Deuxième catégorie, le patient qui a peu de demandes. Lui, il faut faire attention au risque de fracture, mais la plupart du temps, vous avez de bons résultats. Et puis ensuite, les patients à risque, eux, ils veulent juste survivre après la chirurgie. Donc là, il faut une bonne évaluation préopératoire. Et puis, la dernière catégorie, c'est celle de mon ami Bob Booth à Philadelphie. Je mets cette image, c'était rigolo. On avait implanté le même jour, mais c'était passé dans le New York Times, la prothèse gender. Mais comme la France est en avance sur les États-Unis, on l'avait implanté ici à Marseille quelques heures avant. Donc, on se chauffe toujours un peu avec ça. Donc, Bob Booth, il a des critères. Donc, chez les patients féminins, méfiez-vous des patients féminins qui sont entre deux maris, qui souffrent de fibromyalgie et qui ont plus de 2 allergies et qui vivent avec plus de 2 chats. Chez les patients masculins, par contre, méfiez-vous de ceux qui viennent accompagnés par leur mère, ceux dont le ratio entre les tatouages et les dents est positif, qui portent des lunettes de soleil, c'est valable à Marseille ou à Toulouse, à l'intérieur, et qui ont aussi des chaussures blanches en hiver et qui ont plus de 2 chaînes en or. Donc voilà, c'est un peu humoristique, mais enfin, pensez à évaluer votre patient. Et avant-dernière diapo, c'est urgent d'attendre pour reprendre ces patients de douleur. Une équipe de Chicago de Vicky Brander, sur 116 patients, vous voyez, 13% avaient une douleur inexpliquée à 1 an. Et bien, après un traitement conservateur, à 5 ans, la plupart du temps, on bien évolué. Donc, ne vous précipitez pas pour reprendre un patient uniquement pour des douleurs. La Société américaine du genou avait listé les 22 complications. Donc, essentiellement, on a parlé de toutes les complications spécifiques. Je vous ai épargné les complications générales, à part la lésion du collatéral médial, parce que ça, on les retrouve dans toute arthroplastie. Mais vous voyez, on a à peu près fait le tour de toutes les complications spécifiques à la PTG dans ce topo. Donc, en conclusion, ça sera ma dernière diapo, reconnaître la complication, évaluer le patient, le genou, l'implant, et puis surtout la prévenir
que ce sera le meilleur moyen de se retrouver dans des situations difficiles. Et avec cela, je vous remercie de votre attention. Merci, merci pour cette belle conférence. Rassure-moi, c'est ta chaise qui craque, c'est pas ton genou. Non, non, c'est ma chaise. Bon, alors ça va. Alors, on va donner la parole à Étienne Cavaignac, qui va être notre chairman, qui va faire des remarques et qui va animer le débat. Étienne, tu prends la parole. Je vais arrêter de partager, Étienne. Alors, comment je fais? Je le vois là, Étienne. Bon, il est parti? Non, je suis là, j'ai un problème technique, mais ça va, c'est résolu. Vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour, merci pour tout, merci pour cette communication, c'était très clair. Plusieurs remarques et d'abord une à deux questions. La première, ce concept de l'instabilité en moyenne flexion, il est toujours facile à expliquer. On met toujours en avant les caractères biomécaniques et les répercussions de telle action et telle action sur le devenir des espaces. Quels sont vos moyens diagnostiques cliniques et à partir de quand vous allez décider une reprise chirurgicale et quel type d'implant? Oui, merci Étienne. C'est une très bonne question et c'est vrai que cette gestion de l'espace en question, c'est toujours une problématique. D'abord, on le reconnaît sur l'examen clinique. Moi, je trouve qu'il y a un bon test, c'est quand le patient se relève, il décrit cette espèce d'instabilité, on appelle ça la mid-flexion instability. Et déjà, ça doit attirer l'attention vers une mauvaise gestion de l'espace en flexion. Donc, ensuite, quand on suspecte cela, bien entendu, à l'examen clinique, la laxité médio-latérale, pas en extension complète, mais autour de 20-30 degrés pour lâcher un peu la capsule postérieure. Et puis, la laxité sagittal sont des éléments importants. Ensuite, j'aime bien faire marcher le patient, voir un peu comment ça se passe, le faire se relever d'une chaise. Et puis, au niveau des examens complémentaires, je vais souvent réaliser des touchés en stress qui peuvent un petit peu m'aider. Je fais faire un scanner pour vérifier la rotation de mes implants parce que ça peut être une de mauvaise gestion. Et puis, tout converge et que j'ai le sentiment que mon cadre ligamentaire est satisfaisant, à ce moment-là, on décide d'une reprise en essayant de mieux gérer cet espace. Soit il y a un problème de perte osseuse à combler, soit il faut augmenter la contrainte, parce que c'est une combinaison à la fois de perte osseuse et de vertibole, soit c'est un problème de taille et d'inégalité d'espace entre la flexion et l'extension. Est-ce qu'il y a une indication pour vous, dans ce genre de pathologie, un geste purement sur les parties molles? Pour moi, non, hein, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Étienne, c'est-à-dire que quand il y a ce genre de pathologie, je ne vois pas comment un problème de partie molle va régler la problématique de mon espace en flexion. Voilà. Problème de partie molle, éventuellement, on peut l'avoir sur un problème on va dire, de laxité médio-latérale quand le patient est en charge. C'est exceptionnel. Pour être honnête avec toi, je n'ai pas de souvenir d'avoir repris des patients pour gérer un problème purement de partie molle, sauf si c'est un déficit ligament collatéral médial, avec, ça nous est arrivé sur une arthrite, une rupture secondaire qu'on avait d'ailleurs probablement fragilisée en péropératoire. Mais sinon, sur un problème, par exemple, un collatéral médial qu'on n'a pas assez relisé, non, ça ne va pas gérer, ça ne va pas régler le problème d'une mauvaise gestion de l'espace en flexion. Combien de temps vous tolérez un épanchement intra-articulaire après une prothèse de genou? À partir de quand vous vous dites il se passe quelque chose? Et que faire d'un certain nombre de patients qu'on voit avec des épanchements à distance d'une prothèse de genou? Tout est stérile, on a éliminé tout le problème infectieux, il n'y a pas de problème d'aissellement, il n'y a pas de problème de stabilité. Ce n'est pas le plus fréquent, mais c'est toujours des dossiers qui sont embêtants. Est-ce que vous avez un truc particulier? Est-ce que vous avez une théorie, une thérapeutique à proposer?
C'est une bonne question et c'est un grand problème. Heureusement, ça arrive rarement. Et comme il n'y a pas très longtemps, un patient, évidemment, comme d'habitude, un confrère, hein, sinon c'est pas drôle, j'ai dit, il y a des, et c'est vrai, il y a des synoviales qui produisent. Et il faut un peu s'en méfier en préopératoire. C'est-à-dire que quand on sent à l'examen clinique cet empattement du cul-de-sac sous-quadricipital qui est depuis un petit moment, choses comme ça, c'est des gens qui ont tendance à faire des épanchements fréquents. Donc, il faut voilà, essayer. Alors, honnêtement, on ne peut pas faire grand-chose pour le prévenir, mais on peut au moins prévenir ce patient qui risque d'avoir un épanchement qui persiste. La première cause à éliminer, c'est celle que tu as décrite, c'est-à-dire qu'il faut éliminer un problème d'instabilité. Les deux signes de l'instabilité, enfin, les trois signes de l'instabilité, à part le dérobement, ce sont les douleurs et les arthroses à répétition. À partir du moment où on a éliminé ça, on est dans un problème qui produit. Enfin, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je sais que certains patients se sont infiltrés, alors qu'on n'est pas chaud pour se faire infiltrer avec une prothèse compte tenu des risques infectieux, pour assécher progressivement ça. J'ai pas de remède magique, à part que ces synoviales produits, on essaie de les immobiliser un peu plus, un peu à les enraidir. Et on a juste à attendre le fait que l'épanchement disparaisse. Je sais que dans certains cas, l'infiltration a fonctionné. Tu lèves le doigt, Je voulais dire que j'en ai vu des malades comme ça, avec un temps long, parfois une année, ça finit par passer. Et donc, il faut être patient après avoir vérifié que c'était stérile. Et justement, Stéphane Gozographos nous pose une question écrite qui a rapport avec ça. Il nous dit: bonjour, lorsque je pose des prothèses totales genou, je n'enlève plus la synoviale du cul-de-sac au début. Je l'ai fait pour diminuer les saignements. Qu'en pensez-vous? Donc, est-ce qu'il faut être celui qui enlève la synoviale de peur qu'il y ait un épanchement, ou est-ce qu'il faut garder la synoviale qui sert à quelque chose? Alors d'abord, je salue très amicalement Stéphane, avec qui nous travaillons régulièrement, hein, puisque d'Avignon qui fait partie de notre regroupement de territoire. Merci Stéphane pour cette question. Moi aussi, je fais comme toi, hein, je n'ai pas tendance à faire de l'excision de je suis assez conservateur là-dessus. Je suis d'accord avec toi aussi pour le temps long. Ça finit toujours par disparaître. Parfois, les patients ont un peu de mal à accepter ce temps long, mais il faut voilà, leur expliquer qu'à part le fait que ce n'est pas très joli d'avoir un gros genou, ils n'ont pas toujours mal, ce qui est toutefois une chance pour nous. Mais il faut qu'ils acceptent d'avoir le gros genou pendant parfois 6 mois, 8 mois, 1 an. Quoi, hein. Donc, mais en tous les cas, il ne faut certainement pas se précipiter pour aller les toucher, ça ne changera pas grand-chose à partir du moment où c'est un problème d'enveloppe articulaire. Et peut-être faut éliminer l'allergie à ce stade. Tu n'y crois pas trop, mais il y a quand même des cas d'allergie. Alors oui, effectivement, je crois que c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Alors souvent, j'en ai pas vu énormément, hein, des vrais problèmes d'allergie. C'est rare qu'il n'y ait pas avec ça quand même une petite réaction cutanée, une réaction aussi inflammatoire intra-articulaire, des choses comme ça, quoi. Donc, oui, on ne peut pas formellement une allergie. Et un patient qui fait des épanchements et qui n'a jamais eu de problème allergique, c'est difficile de le mettre sur le compte là-dessus. Mais tu as raison, c'est quelque chose qu'il faut. Pendant longtemps, on a mis des prothèses en oxynium, comme ça on n'avait pas ce problème d'allergie. On avait quand même des épanchements, mais au moins on savait que ce n'était pas allergique. Étienne, je te redonne la parole. Je te relaisse continuer le débat. Non, mais est-ce que certains d'entre vous ont des questions, d'autres points à aborder? Alors moi j'en ai une. D'abord une remarque, est-ce qu'il faut rechercher le staphylocoque dans le nez? Je suis absolument persuadé que oui, bien que ce ne soit pas le consensus. D'abord parce que 25% du staphylocoque et que ça permet de le savoir. Et 5% ont du SARM, c'est-à-dire résistant à la méticilline. Et les recommandations de l'antibiothérapie préopératoire quand on a du SARM, ce n'est pas le même antibiotique.
Donc, c'est quand même intéressant de savoir si le malade est porteur d'un germe résistant à la méticilline. Tout ça pour un prélèvement nasal qui peut être fait en ville et qui n'est pas difficile. Et ma question est celle-là. Il y a des publications qui montrent que lorsqu'on utilise un polyéthylène plein, c'est-à-dire pas de metal bac, il y aurait moins de complications générales, même infectieuses. Il y aura moins d'usure parce que le polyéthylène est plus épais. Et lorsqu'il est usé, on n'a pas ce contact métal-métal. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu utilises du full poly? Alors, sur ton premier élément, nous aussi, on continue à faire de manière systématique un prélèvement nasal pour la recherche de staphylocoque. Je n'utilise pas de full poly pour une bonne et simple raison, c'est que, bon, on a toujours utilisé des prothèses metal bag. Je trouve que la modularité intraopératoire est un avantage, en particulier dans des services universitaires. Ça permet aussi de jouer un petit peu, ça permet un peu de faire ce fine-tuning, de jouer du 1 mm à 1 mm. Mais c'est vrai qu'on en voit de moins en moins maintenant des prothèses full poly. Mais on les a utilisées avec mon maître Lino Bagnac il y a très longtemps sur les prothèses compartimentales. On est rapidement passé au metal back. Donc, non, je ne suis pas les full poly pour les raisons que je viens de décrire. Et après, je voudrais te parler d'une complication que j'ai observée 2 fois chez des malades obèses, mais avec des BMI à 40. Le kiné qui a voulu obtenir une flexion au-delà de 120 a réussi à déstabiliser le crochet central qui est passé en arrière. Mais que chez les obèses, j'ai vu ça. Tu as vu cette complication? Ou alors c'est parce que le malade était instable? Ouais, c'est-à-dire, déjà, un patient, bah, tout à l'heure, j'ai vu un patient à 42 tu vois, de BMI. Bon, je ne l'ai pas encore opéré, lui. Bon, généralement, ces patients-là, c'est rare déjà qu'ils fassent 120 degrés. Simplement, Oui, enfin, ça dépend à quoi est due l'obésité, mais c'est une vraie obésité de genou. Il y a une telle masse entre la face postérieure de la cuisse et le poulet que souvent, c'est rare qu'il… et quand il force, ça fait un effet cam. Exactement, Il voilà. faut pas surtout, dès que le genou touche le mollet touche la cuisse, il faut arrêter. Exactement, tout à fait, quoi. Et puis, il faut dire aux patients que la flexion, alors on ne le dit pas assez souvent, hein, mais que la flexion post-opératoire est intimement liée à la flexion préopératoire, quoi, hein. Donc, c'est une réalité quand on regarde toutes les séries, hein, tout à fait. Vous avez d'autres questions? Je vous rappelle qu'il suffit d'ouvrir votre micro et de parler. Alors, Jean-Alain, j'ai vu que Jean-Alain Épinette était là. Jean-Alain, j'ai vu ta question. Alors, la question, c'est est-ce qu'on utilise des tests Mélissa dans les cas d'immunoallergie? Alors, effectivement, nous, en fait, pas moi qui l'utilise. Salut Jean-Alain. On les envoie, on a la chance d'avoir un service de dermato-immunologie, donc c'est eux qui gèrent tout ça. Et ça fait partie des éléments qu'ils testent par rapport à ça. Honnêtement, enfin, je ne sais pas dans votre expérience à vous tous, mais des vrais cas d'allergie, je crois que sur les 20 dernières années, pour moi, c'est moins des 5 doigts de ma main, quoi, hein, voilà. Des vrais cas d'allergie profonde, hein, je ne parle pas de l'allergie au collier, hein, voilà, voilà. Donc, voilà, à tel point que la dernière, c'était une hanche qu'on m'avait envoyée. J'ai fini par faire envoyer les éléments à mes amis allemands qui ont ça parce qu'ils avaient l'habitude, tout au moins pour le conseil. Donc voilà. Et ça reste quand même quelque chose, je pense, de très peu fréquent. Si je peux me permettre juste un mot, on nous propose des prothèses anti-allergiques, des choses comme ça. OK, si on ne change pas l'instrumentation. Parce que mettre une prothèse une fois de temps en temps dont on n'a pas l'habitude, moi je l'envoie à un collègue, ça m'est déjà arrivé parce que, bon, moi j'utilise une marque de prothèse, je ne vais pas donner de nom de marque, il y a une autre marque de prothèse qui utilise, qui a des implants allergiques. Je leur dis, écoute, allez voir tel confrère, je sais que telle marque de prothèse a des implants allergiques. Évitez de ça parce que ça peut être aussi une source de complications. Jean-Alain?
On ne t'entend pas, Jean-Alain. On te voit parler, mais on ne t'entend pas. Non. Ton micro est ouvert. Tu as une panne de micro, c'est une contre-pétrie. On ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Tu dois avoir un contact qui ne marche pas. Le main qui est levé. Maria. Alors, je peux intervenir? Si. Si, Maria, vas-y, tu peux parler. Oui. Alors, bon, merci beaucoup de cette intervention. C'est un plaisir d'entendre ça. Après, est-ce que quand on fait une prothèse, on évalue la marche des patients? En général, je trouve que beaucoup de patients qui ont des prothèses, ils ont des appuis déficitaires. Et quelquefois, ces appuis déficitaires, par exemple, un pied pronateur, pendant la marche, pendant la phase initiale de l'appui, ne se coordonne pas avec les mouvements du genou, de façon que les patients présentent une tendinopathie de la patte de doigt. Alors, est-ce que vous avez observé cette pathologie? Après, bon, il faut bien sûr bien entraîner, mais entraîner un ensemble de muscles qui vont du genou, les muscles qui croisent les genoux, les muscles qui croisent les pieds, vont fortifier ces pieds et les muscles du bassin. Est-ce que vous avez vu? Vous pouvez me dire quelque chose ou... Alors, les analyses, pour être honnête, les analyses post-opératoires, on a fait quelques corrélations pré- et post-opératoires, plutôt sur la hanche dans notre laboratoire de marche que sur le genou, mais on l'a fait aussi sur le genou. Donc ça, c'est pour vous répondre. Pour être de manière très honnête, comme c'était chaque fois sur des petites séries, des cas de recherche, c'était plutôt voir si on arrivait à restaurer le schéma de marche après la prothèse de genou. On le fait bien entendu pas de manière routinière. Et pour répondre sur les pathologies de tendinopathie de la patte de doigt, oui, c'est quelque chose qui existe. Et oui, il faut faire attention à la taille des implants, en particulier l'implant tibial, que quand on a un implant anatomique, parfois ça nous aide un peu dans le compromis dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il y a un compromis entre rotation et couverture, et que ça peut être une source effectivement de douleur après prothèse de doigt. Mais souvent, la tendinopathie de la patte de doigt, elle est préexistante à l'intervention. Et si on ne l'a pas signalée au malade, elle y est toujours après. Et il pense qu'on a raté la prothèse, que la prothèse fait mal. Enfin, c'est des choses assez insupportables. Donc, il faut bien leur montrer qu'ils ont cette douleur et qu'elle ne partira peut-être pas aussi facilement. Mais aussi peut-être... Comme à la hanche. À la hanche, c'est pareil. Ils ont mal au moyen fessier, il faut le leur signaler, quoi. Oui, mais aussi en travaillant sur les appuis, ils ont des améliorations en travaillant les appuis et en travaillant les différents muscles qui interviennent dans les différentes phases de la marche. Oui. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez, Oui, ça y est, ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, je voulais simplement signaler qu'on avait pas mal travaillé au niveau de la Société française de la hanche et du genou sur ces problèmes d'immunoallergie et notamment pendant la période des ABG2 modulaires, comme vous le savez. Et donc, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune corrélation entre les tests cutanés d'allergie et l'immunoallergie. C'est tout à fait ce sont deux choses différentes. Et finalement, on a très peu, et moi comme Jean-Noël, je crois que sur 40 ans de pratique, j'ai dû avoir 2 allergies pour lesquelles on pouvait suspecter une immunoallergie. Donc c'est vrai que nos amis allemands, eux, ils font ça systématiquement, mais bon, il y a des pressions derrière peut-être. Mais de toute façon, l'immunoallergie, c'est quelque chose qui peut exister. Et si on doit la reconnaître, c'est vrai que le test MELISA est la chose la plus intéressante à envisager. Mais je pense quand même que cette immunoallergie, elle doit être prise en compte. Et c'est sûr que les travaux qu'on avait faits avec la SFHG peuvent être intéressants. Il y a un dernier point à préciser, c'est que là, on travaille avec la SFHG sur le registre des process de resurfaçage qui sont forcément des métal-métal. Et quand on discute avec Julien Girard et quand on regarde les résultats de ce registre, il y a très peu d'immunoallergies véritables. C'est des métalloses, en fait.
D'autres questions? Paul Bonnevial, tu n'as pas de questions? Jean-Christophe Bell, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, tu es là? Esprit de Jean-Paul Bell, es-tu là? Oui, parce qu'après, ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment là. Vous n'avez rien à rajouter, on va s'arrêter là. En tout cas, je voudrais en profiter pour remercier Jean-Noël pour ce topo. Comme d'habitude, ça a été un vrai bonheur. Voilà. Et je vous rappelle que c'est enregistré, que c'est en ligne et que nous avons dépassé les 100 000 vues. Ah, Alors, pour 90 conférences, hein, il faut diviser 100 000 par 90, mais ça fait à peu près 1000 vues par conférence, ce qui est pas mal. Et puis, ça reste. Tu resteras tout le temps jeune sur cette conférence. et merci à toi, Philippe, d'organiser des prestations scientifiques aussi intéressantes et de façon aussi régulière. Oui, regardez-les en replay, il y en a d'intéressantes. Il y en a Ouais. à revoir. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est en plus en français, sur une communauté française, et ça, c'est quelque chose qui doit être souligné. Et merci Toulouse. Allez, merci à tous. Je suis sensible à ce compliment. Et merci Jean-Noël pour cette belle conférence. Merci Étienne pour nous avoir été là et servir de chairman. Et au revoir à tous. Bonne soirée tout le monde. Merci. Bonsoir à tous.